Bonjour et bienvenue au Clever Talk. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons avoir une super interview et un échange très excitant avec Julie Baudin. Julie Baudin, c'est l'ex-DG de Bouge ta boîte qui a su en 8 ans vraiment révéler les entrepreneurs à succès. Nous avons hâte d'échanger avec elle sur l'entrepreneuriat, le futur du travail et bien sûr le féminisme engagé et activé. On se retrouve très vite. Bonjour Julie, Bonjour Jennifer. ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Clever Talk. Ravie d'être là. Merci pour ton invitation. Bah écoute, c'est avec plaisir. Je pense qu'on aura beaucoup de sujets en commun. On a déjà beaucoup de synergies. Toutes les deux, on est en train de travailler avec les femmes et pour les femmes. Toutes les deux aussi, on voit que l'entrepreneuriat est en train de shifter et ce sera vraiment une très belle occasion d'en discuter ensemble et de réfléchir sur ces questions qui sont clés. Je voulais vraiment discuter avec toi de ce que tu voyais comme enjeu du futur du travail, de la tech et du féminisme vraiment aujourd'hui dans les enjeux de 2025. Et je voulais qu'on commence par partir de ton parcours, en nous expliquant vraiment d'où tu viens, d'où tu pars, quelles ont été vraiment les idées qui t'ont porté, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, sur ce chemin? Parfait. Et bien mon parcours en quelques mots, très rapidement. Donc moi, je suis Julie Baudin, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. J'ai commencé, ma vie professionnelle en étant fleuriste. J'aime bien le dire parce que j'aime bien montrer qu'on peut avoir plusieurs vies, en une seule vie. C'est beau. Donc et puis après, j'ai atterri dans les centres d'appel puisque, je suis un peu plus âgée que toi, Jennifer. Donc à cette époque, les centres d'appel, il y en avait beaucoup et c'était, les services clients d'aujourd'hui, hein, même si aujourd'hui les modes de contact ont bien changé. J'ai commencé chez France Télécom Mobile, qui est Orange maintenant. Trop bien. Et puis ensuite, j'ai eu la joie d'intégrer le nouveau centre d'appel de Canal+, à l'époque en Bretagne, avec, un centre, qui a compté jusqu'à 300 collaborateurs, Ciao. et qui était, l'un des 2 centres internes, du groupe. Et j'ai exercé, l'ensemble des métiers, on va dire, d'un centre d'appel puisque j'ai été conseillère clientèle, responsable d'équipe, responsable de plateau, puis, directrice opérationnelle du site de Rennes et du site de Saint-Denis, qui était le deuxième site, historique du groupe, centre d'appel. Et donc j'ai managé, sur la fin, les 2 centres de relations clients du groupe. Et puis, les centres d'appel ont eu beaucoup de transformations. Ce sont des métiers qui se sont énormément, qui ont énormément évolué. Aujourd'hui, on contacte très peu les services clients par téléphone. On le fait beaucoup par mail ou par chat ou par, bot aussi. Ouais. Mais à l'époque, c'était beaucoup du téléphone et donc, ils ont beaucoup évolué, beaucoup d'externalisation en France ou à l'étranger de ces métiers. Donc, on a dû, transformer ces métiers, fermer notamment, l'un des sites malheureusement, en France. Et puis à ce moment-là, moi, j'ai quitté l'aventure, des centres d'appel et j'ai rencontré Marie-Éloi, donc qui est la présidente, et fondatrice, du réseau Bouge ta boîte. Et en fait, tu disais tout à l'heure, comment est-ce que, j'ai atterri dans cette aventure incroyable, Ouais. ben, c'est simplement une rencontre, la rencontre de Marie, qui m'a emmenée dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat féminin, que j'ai complètement découvert à ce moment-là, donc en début 2018. Mais j'ai été convaincue par, son enthousiasme, son envie d'aller très loin, son envie, de défendre aussi les intérêts des femmes et son envie de promouvoir l'égalité et la mixité. On en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le thème, du féminisme, mais je pense que c'est important de le clarifier Mmh. et de montrer que c'est surtout et avant tout de l'égalité et de la mixité. Et donc, voilà, et Bouge ta boîte est devenu, un réseau d'affaires, de 2 000 entrepreneurs, partout en France, dans plus de 175 villes. Et j'ai eu la chance de diriger cette aventure aux côtés de Marie et de l'équipe évidemment, puisqu'on était, 25 salariés, chez Bouge ta boîte. Voilà. Waouh, c'est impressionnant et ton énergie en dit beaucoup sur tous ces déclics finalement qui ont forgé, cette carrière. On voit que très vite, tu as pris beaucoup de responsabilités et que là, tu t'es lancée, il y a 8 ans dans cette nouvelle, aventure grâce à une, rencontre. Est-ce que tu peux nous dire finalement pourquoi tu as voulu travailler pour les femmes et faire ce shift complet à 100 en te disant, «Aujourd'hui, j'ai besoin d'aider, cette égalité, naissante ou alors, à perdurer»? Alors moi, en fait, c'était complètement, inattendu. Je pense que j'étais féministe sans le savoir, sans avoir J'adore. mis le mot dessus, mais aussi peut-être parce que comme beaucoup de femmes, je ne me retrouvais pas dans le combat, féministe au sens, caricatural du terme. Mmh. Et c'est quand j'ai rencontré Marie et après beaucoup de discussions, d'échanges et avec toute la vision que Marie peut avoir sur ce sujet-là, il y a aussi toutes les femmes que j'ai rencontrées où en fait j'ai trouvé l'équilibre qu'il y avait dans le féminisme. Et souvent je dis que le féminisme, et je le compare au syndicalisme parce que, le syndicalisme, c'est extrêmement noble, c'est la défense des droits des collaborateurs et cetera. Ouais. Et puis ça peut être un peu galvaudé, un peu caricaturé, Mmh. parfois, et ça peut même parfois aller à l'encontre des intérêts d'une entreprise. Alors que, le combat premier, il est hyper noble pour défendre les collaborateurs. Eh bien, le féminisme, c'est la même chose.
Le féminisme, c'est l'égalité dans l'accès aux droits. Donc j'espère que tous les hommes sont féministes parce qu'en réalité, être féministe, c'est défendre les droits des hommes et des femmes Ouais, et ça n'est pas que, être contre les hommes et c'est surtout pas être contre les hommes bien sûr. et je pense que moi, je ne me reconnaissais pas dans cette définition un peu, voilà, qui était, Pas tant un guère. peu répandue, un peu, binaire peut-être et je me reconnaissais pas là-dedans et quand j'ai intégré cette entreprise Bouge ta boîte, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai déséquilibre, dans la place qu'on donnait aux femmes versus les hommes, dans la façon dont on regardait leurs projets aussi. Même si moi, je n'ai pas l'impression d'avoir souffert, d'avoir été une femme ou pas. Alors peut-être que ça a été le cas et que j'en ai pas eu conscience. Par contre, je l'ai beaucoup vu et je l'ai beaucoup constaté, chez les femmes entrepreneurs qu'on a accompagnées, ne serait-ce que dans la façon dont on regardait leurs projets. Clairement, il y a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc je Ouais. me suis retrouvée dans ce combat pour répondre à ta question, vraiment par, rencontre de mari, par intuition et sans doute par féminisme enfoui, et pas très bien compris. Donc Mmh. voilà, je me suis fait confiance et comme je suis curieuse, voilà, je suis partie dans cette aventure. Bah, ça fait totalement sens. Bah, en tout cas, c'est très pertinent la manière dont tu l'amènes et je te rejoins complètement sur le côté féminisme, qui soit pas dans l'extrême et pas caricatural, mais juste en voyant la complémentarité, de nos profils et qu'on finalement, on veut une société plus égalitaire et plus juste dans un ensemble donc c'est aussi la vision que je porte au sein de Clever donc ça résonne beaucoup. C'est d'ailleurs un post LinkedIn qui m'a poussée à te contacter, un post qui a fait, beaucoup de bruit, qui était cette fameuse bannière open to work. Dont on a beaucoup discuté. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas la mettre? Puisqu'aujourd'hui, l'aventure de Bouge ta boîte, c'est terminé et donc là, tu es en train de penser à ta nouvelle aventure pro. Que penses-tu de cette fameuse bannière open to work? Eh bien, en fait, je me suis beaucoup questionnée sur cette bannière parce qu'évidemment, quand je me retrouve à rechercher un emploi, je me dis: «Bah, il y a LinkedIn». J'ai la chance d'avoir, travaillé pour un réseau, donc forcément, j'ai développé mon réseau. J'ai Ouais. 10 000 followers sur LinkedIn, donc qu'est-ce que je fais de ça? Et en même temps, est-ce que, de dire que je suis à la recherche d'un job, est-ce que c'est réellement sexy? Et puis l'aventure de Bouge ta boîte, c'est terminé, donc est-ce que c'est aussi sexy de dire qu'une boîte qu'on a soi-même dirigée, est en train de fermer? Moi, je suis quelqu'un de transparent, d'honnête, de franc, je me dis que l'entreprise que j'intégrerai demain, ben, elle doit aussi, m'accepter avec cette transparence-là et donc je me suis dit: «Bah, est-ce que je mets open to work maintenant, plus tard? Pas du tout». Open to work caché des recruteurs parce que j'ai aussi découvert, cette particularité et en fait, je me suis dit: «Bah, moi, je suis une commerciale dans l'âme. Quand j'ai un produit à vendre, je dis qu'il est à vendre. Donc moi, si je recherche un job, je dis que je recherche un job et magnifique, j'ai un outil qui est fait pour ça». Mais quand je rencontre des DRH, certains me disent: «Oui, mais c'est pas sexy, peut-être que ça veut dire que tu as pas réussi à en trouver, donc peut-être attends un peu» et cetera. Puis je me suis dit: «Bah, fais-toi confiance, fais comme tu as toujours fait». Donc je mets cette bannière open to work et surtout je fais un post, mais vraiment pas réfléchi, en disant, pour ou contre open to work, moi je suis pour parce que je suis pour la transparence et cetera. Ce post, au moment où je vous parle, il doit avoir 35 000 impressions, 400 commentaires, je ne sais pas combien de repartages et cetera, 400 likes et aujourd'hui, je t'ai rencontré grâce à Open to Work. Les opportunités sur lesquelles je suis en discussion aujourd'hui, je les ai eues grâce à ce post-là. Alors, évidemment, je suis pour. Peut-être dans 3 4 mois, je dirais que je suis contre, mais je suis pour parce que je pense que c'est une hypocrisie de ne pas le faire. Et c'est une hypocrisie, largement admise. Comme j'ai cette légitimité et que j'ai cette visibilité-là, je me dis: «Ben, si je peux embarquer du monde qui aujourd'hui n'ose pas, se mettre en open to work» et alors ce qui est très drôle, c'est que je suis taguée maintenant sur le open to work et que, il y a pas mal de gens qui me disent: «Ah mais grâce à toi, je l'ai mis», et cetera. Alors peut-être qu'ils vont m'en vouloir dans quelques semaines, mais moi je suis pour, parce que, je pense qu'on a un outil qui est fait pour ça aujourd'hui et qu'il faut l'utiliser pour. Advienne que pourra, on verra. Peut-être dans quelques mois, je dirai pas la même chose. En tout cas, on a déjà vu enfin, tu as déjà vu que ça avait déclenché pas mal En tout d'opportunités. cas, il y a un sujet. Vu le nombre d'interactions qu'il a généré, il y a un vrai sujet. Ouais. Oui, oui, je pense que tout le monde se pose la question: «Est-ce que je vais encore paraître attractif si je le mets ou non? Qu'est-ce que je risque à, finalement, dévoiler mes intentions ou le fait que je sois en recherche?» parce que c'est jamais, très sexy comme tu le disais d'être en recherche. À titre personnel, je suis contre et donc on en a un peu discuté auparavant. Généralement, j'indique aux personnes que j'accompagne de ne pas le faire parce que, j'ai eu beaucoup d'interviews avec, des spécialistes qui ont construit des outils, par exemple de HR Tech et qui disent, bah, clairement, leurs clients, souvent des clients du CAC 40, se posent des questions
sur le fait d'avoir un open to work à un certain niveau de salaire ou à un certain niveau d'expérience. Après, tous les profils ne se valent pas et il y a des profils qui vont être plus populaires forcément, qui vont avoir plus de latitude dans la manière de s'exprimer en ligne. Alors que si on a 800 contacts et qu'on essaie de se relancer après, un congé mat, et qu'on met la bannière open to work, avec une, petite coupure sur son CV, honnêtement, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire pour, les femmes qui ont envie là de retourner au salariat et de se faire un retour au salariat, réussi. Bien que ce soit un signe de transparence, je ne sais pas si le marché du travail aujourd'hui tel qu'il a été, conçu et tel qu'est la réalité, le permettrait. Et moi, mon conseil, c'est vraiment ne mettez pas la bannière open to work si vous n'avez pas encore assez d'atouts, c'est-à-dire, de visibilité, de personal branding ou d'un réseau établi, parce que vous risqueriez de décourager des gens qui vont à tort penser que vous êtes en recherche et ne pas voir votre potentiel et vos compétences en ne cherchant pas plus loin. En fait, moi, ça me questionne, mais presque philosophiquement, sur en quoi rechercher un job dit quelque chose de ma valeur. C'est-à-dire, le fait que je recherche un job n'annihile pas Mmh, mes compétences. ouais, Les compétences que j'avais en étant en job, je les ai toujours en n'étant pas en job. ouais. Après, je te rejoins évidemment sur, le type de job, la notoriété, numérique, qu'on peut avoir et cetera. Et en même temps, les stats de LinkedIn, parce que quand j'ai écrit ce post, j'ai regardé, les stats LinkedIn Mmh, fournis par LinkedIn sur cette bannière open to work et ils sont très favorables oui. à la bannière. Alors, en même temps, évidemment, c'est leur business, donc heureusement, mais je pense que ça dit quelque chose de notre société quand même ça. Mmh. Parce que, une entreprise, un cabinet de recrutement, qui aurait entre guillemets ce préjugé sur un statut d'open to work, peut-être ça a dit quelque chose enfin moi aujourd'hui je me dis: «Bah, c'est peut-être pas la boîte pour moi en fait». Ouais. Après évidemment, j'ai une carrière derrière moi, j'ai un certain âge, j'ai un aplomb, une légitimité que j'avais peut-être pas il y a 15 ans, il y a 20 ans dans d'autres jobs. Donc évidemment je te rejoins là-dessus. Mmh. Mais par contre, je me dis que quand on a cette légitimité-là ou cette liberté de ton ou de parole que moi je peux avoir aujourd'hui avec, évidemment toute proportion gardée, bah, peut-être que c'est intéressant de soulever le débat. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, ça nous a fait, Oui, oui, oui. Après tous les profils ne peuvent pas le faire, mais c'est hyper intéressant que toi tu oses, en tout cas ouvrir ce débat et tu as vu qu'il y avait matière à finalement, réfléchir, à avoir des ping-pong intelligents sur la question. Mais c'est vrai qu'en termes pratico-pratiques pour, voilà, une jeune femme qui retourne de son congé mat, et qui a peut-être pas autant de sécurité aujourd'hui sur, ce marché de l'emploi, de se dire: «Je vais me mettre en open to work et en plus je vais devoir faire face, voilà, à des questions qui vont être un peu intrusives sur une incohérence dans mon parcours», ça fait peut-être un peu beaucoup et peut-être qu'elle préfère agir en sous-marin c'est ou se vrai. dire, voilà: «C'est peut-être pas l'entreprise de mes rêves que je vais avoir tout de suite, mais j'aurai au moins, un pied dans le salariat à nouveau et après je vais rebondir différemment» et pas forcément choisir en fonction de, cette entreprise va cadrer, tout, C'est vrai et en tous les même temps, il y aspects. a beaucoup d'entreprises et notamment des TPE ou des PME dont je faisais partie, Oui, qui faisaient pas appel ou peu à des cabinets de recrutement, qui avaient pas de DRH en interne, qui avaient pas les moyens non plus pour payer des outils de recrutement comme il peut exister dans les grandes entreprises et moi, ce statut était juste un critère de recherche fabuleux. ouais. Donc, Ça heu permet de faire un filtre et finalement. je rappelle que les TPE, c'est 95 Oui. du monde salarié en France. Mmh. Donc demain, je suis à la recherche d'un job, bah, n'oublions pas qu'il y a tout ce maillage des TPE Bien sûr. qui n'a pas les moyens de cabinet de recrutement, de DRH ou de staff RH qui ont des outils pour ça. Mmh. Et là, ce statut peut être intéressant. Donc voilà, mais en tout cas, c'est évidemment, tout n'est pas noir ou blanc ou vert ou gris ou tout ce qu'on Bien veut. sûr. Je pense que c'est intéressant d'ouvrir ce Oui, débat-là. ouais. Oui, oui, c'était très pertinent. Après tout dépend de son profil et de son positionnement et choisissez, au mieux en fonction de ce qui vous convient. Évidemment. Mais je passe le volume de messages privés que j'ai eu et de gens qui disaient: «Ah bah, j'ai toujours hésité, je savais pas, mais maintenant je vais le faire» et cetera et pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Donc Mmh. je trouve que ça dit quand même quelque chose de notre société, de cette hypocrisie latente, alors que ça ne change rien, absolument rien à la valeur des gens. Ouais, 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 mais c'est très vrai, c'est très clair. J'avais une cliente, du Clever Camp qui m'a dit, «Chercher un travail, c'est un peu comme si on avait la lèpre en France, en fait. Dès que j'en parle,
tout de suite les gens s'écartent et je trouvais que c'est très juste et c'est une personne, très, très compétente qui a retrouvé un job et qui a fait le Clever Camp et tout va bien dans sa vie et tout allait bien aussi avant. Mais elle voyait vraiment la différence de traitement et elle avait trouvé des stratagèmes, pour ne pas avoir à faire comme si elle cherchait du travail. Elle était exceptionnelle et ça m'a fait repenser à cette phrase qui m'avait beaucoup marquée et c'est vrai qu'il y a un sujet sur la recherche de travail. C'est pas comme un pays anglo-saxon où, on peut passer d'une opportunité à une autre et finalement où les échecs sont célébrés parce que ça veut dire qu'on a testé et qu'on a essayé. Et ça veut dire qu'on sait partir aussi. Voilà. En France, on peut parler que de ses réussites et donc c'est peut-être à nous aussi d'ouvrir un autre récit de ce que c'est, l'entrepreneuriat, la réussite, pour permettre, que les autres puissent, prendre aussi leur histoire en main. Exactement. Mmh. Très, très beau. Merci, merci beaucoup pour, nous donner autant de richesse et de matière et je voudrais revenir sur, ta super expérience, avec Bouge ta boîte parce que c'est aussi, une expérience où tu as pu, je pense, identifier, des modes opératoires, comment les femmes se comportent dans l'entrepreneuriat. On a un peu échangé sur ces questions. Sur l'entrepreneuriat au féminin, moi, ce que je dénote beaucoup, c'est que déjà les, secteurs qui sont choisis naturellement sont peut-être moins porteurs, moins rentables, financièrement. Est-ce que, c'est quelque chose, du coup, à grande échelle, que tu as pu vérifier sur, qu'est-ce qui est choisi et finalement pourquoi l'entrepreneuriat féminin peine autant, en France aujourd'hui? L'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, au départ, à la création, c'est quasiment autant d'hommes que de femmes, hein, sur, l'entrepreneuriat. Donc, voilà, en tout cas, les femmes et les hommes entreprennent autant, Mmh. en France. Et après, l'entrepreneuriat féminin est effectivement un entrepreneuriat qui est plus un entrepreneuriat de service. Un entrepreneuriat où on retrouve tous les métiers de service, tous les métiers du soin, tous les métiers de consulting, tous les métiers de formation, et cetera. Là où chez les hommes, on va avoir aussi ces métiers-là, mais on va aussi avoir les métiers du bâtiment, par exemple, Ouais. historiquement, hein, qui sont des métiers entrepreneuriaux et qui sont aussi des métiers plus rémunérateurs que des métiers du tertiaire, par exemple. Donc voilà, en tout cas, très, succinctement, comment on peut, répartir les 2 types d'entrepreneuriat. Après, sur, l'entrepreneuriat féminin, il y a des chiffres quand même importants à connaître. C'est que, aujourd'hui, en entrepreneuriat, on entend très souvent: «Mais quels sont les freins des femmes? Pourquoi les femmes ont des freins à entreprendre?» et cetera. Alors nous, avec Marie et avec Bouge ta boîte, on a beaucoup combattu ce vocabulaire Ouais. parce qu'on croit que le vocabulaire, conditionne énormément notre façon d'agir. Les femmes, elles n'ont pas des freins, c'est pas vrai. Mmh. Au contraire, nous, on a vu que des femmes qui avaient beaucoup d'élan, beaucoup d'envie. Par contre, on leur renvoie systématiquement leurs freins, D'accord. dans les interviews, dans et cetera. Et très souvent d'ailleurs, quand j'étais interviewée par des hommes et qu'on me posait ces questions-là, je leur disais: «Mais est-ce que si j'étais un homme, vous m'auriez posé cette question?» Non. Évidemment, non. Et donc, le vocabulaire et la façon dont on regarde l'entrepreneuriat féminin est très important et je sais que là-dessus, on partage cette vision-là. Et aujourd'hui, la réalité des chiffres, c'est que, seulement un tiers des femmes entrepreneurs vivent de leur activité en France et quand elles en vivent, c'est 1 500 € par mois. Donc ça veut dire que 2 femmes sur 3 entrepreneurs que vous avez autour de vous gagnent moins de 1 500 € par mois. C'est dur. Donc, C'est très, bah, très dur. voilà, donc c'est extrêmement complexe. Et chez les hommes, c'est plutôt 60 qui en vivent et quand ils en vivent, c'est 3 à 4 000 € par mois. Donc on voit bien qu'on n'est plus du tout sur les mêmes proportions. Alors ça s'explique par plein de sujets, ça s'explique sociétalement, parce que dès la petite enfance, sociétalement et socialement, on éduque beaucoup moins les filles, Bien sûr. que les garçons aux aspects financiers Et à la prise de risque. et à la prise de risque. Et ça ne veut pas dire que les femmes sont moins capables que les hommes, hein, c'est pas du tout ça. C'est que juste socialement et sociétalement, on éduque beaucoup plus les femmes dans le care, Mmh. par exemple dans le soin, de l'autre que, les hommes, ce qui est d'ailleurs, dommage. Et d'ailleurs, il y a un très bel ouvrage, de Lucille Pétavin sur le coût de la virilité sur ce J'adore sujet, que je vous recommande et que je vous et conseille de lire. on a hâte de la recevoir surtout. Voilà, et ben Si tu nous écoutes. voilà, on la taguera alors, qui a écrit sur ces sujets-là et qui a chiffré, ces sujets-là de façon très rationnelle. Et je pense que quand on parle de ces sujets-là, c'est important de mettre les chiffres, et la réalité des chiffres. Et donc clairement, ce sont des projets qui sont aussi moins financés. Ouais. Les projets des femmes entrepreneurs sont moins financés que les projets des hommes entrepreneurs. C'est une réalité, alors aussi ça s'explique par, nous on avait fait des enquêtes à l'époque, avec Bouge ta boîte. Ça s'explique aussi par, plusieurs, choses qui là aussi sont sociétales, hein. Les femmes quand elles entreprennent, elles ne veulent pas prendre de risques pour leur foyer. Mmh. Donc quand elles entreprennent avec leur épargne. Donc si par exemple elles créent leur commerce, elles créent leur business et cetera, elles vont regarder combien elles ont d'argent disponible, 5 000, 10 000, 50 000 €,
et elles vont faire en fonction de l'argent disponible et de leur épargne. Donc ça veut dire maximum de prise de risque parce que si la boîte se plante, elles ont plus d'épargne, elles ont plus de quoi rebondir. Mmh. Ça, c'est le premier point. 2, méconnaissance des systèmes de financement, alors Ouais. qu'il y a des vrais financements qui empêchent cette prise de risque et qui permettent d'avoir des prêts à taux zéro et cetera et qui permettent de ne pas prendre ses deniers personnels Ouais. et surtout qui permettent de voir son projet à hauteur de son ambition. Parce qu'évidemment, si demain je te dis: «Tu as 10 000 ou tu as 100 000 €», On fait pas le même projet. tu vas pas faire le même projet. Bah, voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose et donc elles sont très, très peu à aller voir les banques et à modéliser leur projet, entrepreneurial. Ouais. Beaucoup moins que les hommes. Mais tout ça s'explique socialement et sociétalement dès la plus jeune, enfance. Mmh. Et après, tout au long de leur vie, on leur dit qu'elles ont des freins, que c'est difficile, qu'elles ne vont pas y arriver. Donc si on leur dit qu'elles sont capables, que c'est possible, que bien sûr il y a des solutions et qu'on va y arriver, Comme pour les maths, ça marche. exactement, ça marche et tout va fonctionner. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec Bouge ta boîte parce qu'on y croit. C'est juste ça qu'on a fait. On a juste dit: «C'est possible, soyons ensemble, on peut soulever des montagnes ensemble et on va y arriver». Et dernier point, elles sont aussi beaucoup moins à aller dans des réseaux d'affaires. Aujourd'hui, les réseaux mixtes, c'est 25 de femmes, Ouais. 75 d'hommes. Aussi parce qu'elles ont moins de temps disponible, les femmes, pas faire le registre de, la charge mentale et C'est pour ça. cetera. Elles ont beaucoup moins de temps disponible et donc le temps disponible qu'elles ont, elles ne l'utilisent pas pour aller dans des réseaux d'affaires. C'est un fait, c'est comme ça, on peut pas tout changer d'un coup, mais en tout cas, voilà. Donc elles sont beaucoup moins allées dans des réseaux d'affaires. C'est pour ça que nous, on avait créé un réseau d'affaires qui se réunissait le midi et pas à 7h30 le matin ou à 20h le soir. Comme le Clever Camp, c'est entre midi et 2. Et ben voilà, exactement. Et ça, on voit bien que c'est la somme de petites choses, mais qui, au final, font des grandes choses Mmh. et qui changent la façon d'agir. Aujourd'hui, c'est seulement 20 de femmes dans des réseaux d'affaires. 20 des femmes entrepreneurs dans des réseaux d'affaires. Ça veut dire 80 d'entre elles Ouais. sont seules. Ouais. Alors que 90 du chiffre d'affaires d'un dirigeant quand il est seul est lié à son réseau. Donc on voit bien qu'une entrepreneur qui n'a pas de réseau a très peu de chances de Réussir. perdurer en entrepreneuriat. Donc voilà toutes les raisons, en tout cas qui font qu'avec Bouge ta boîte, on a, semé toutes ces graines, partout en France Mmh. et c'est pour ça qu'on avait un réseau qui était 2 fois moins cher que les autres réseaux d'affaires, parce qu'elles gagnent moins et parce qu'elles y vont moins. Donc évidemment, si on avait été 2 fois plus cher, on aurait été encore moins de membres et c'est pour ça qu'il faut continuer à dire que les chances sont les mêmes qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. C'est pour ça qu'on légifère. Ouais. On peut se dire que légiférer, c'est particulièrement vexant quand on est une femme. Je pense qu'il y a aucune femme qui se réjouit du fait qu'on doive légiférer pour qu'il y ait des femmes dans les comex ou pour qu'il y ait des financements attribués à des entrepreneurs. Mmh. Par contre, c'est C'est nécessaire une réalité. parce que ça oblige à l'action et ça oblige à la transparence. Ouais. On aurait aimé que ce ne soit pas nécessaire, mais ça oblige à la transparence et en tout cas à avoir des chiffres et à se dire: «OK, là, il y a eu tant de projets, il y a eu» enfin voilà. Donc voilà tout ce qu'on fait, enfin la réalité de l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Mais pour les hommes, c'est aussi, C'est aussi difficile, hein, c'est, difficile. évidemment, c'est aussi difficile. La particularité des femmes, c'est que, de fait, sociétalement, leurs projets sont moins financés et on éduque aussi beaucoup moins les femmes à ce que ce soit possible et à ce Ouais. qu'elles puissent se le permettre. Dernier point, dont je voudrais parler, c'est les rôles modèles. Ouais. Alors ça a été beaucoup galvaudé, les rôles modèles, on en parle un peu à tort et à travers, des rôles modèles. Mais les rôles modèles, c'est quoi? C'est se dire, «Elle, l'a fait et moi, je peux le faire» et moi, c'est pour ça que je prends la parole. Aujourd'hui, je pourrais très bien ne plus, parler de ces sujets-là et cetera, parce que je considère qu'on est toujours le rôle modèle de quelqu'un. Ça peut être le rôle modèle de sa nièce, de sa sœur, de sa voisine, de son collègue de travail. Mais il y a toujours quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que vous dites. Oui. Et ne serait-ce que pour ça, il faut le faire. Il y a plein de fabuleux rôle modèles, hein. Christine Lagarde est incroyable. Elisabeth Moreno est incroyable. Ce sont des rôles modèles incroyables, mais elles sont tellement incroyables qu'on a du mal à s'identifier parce qu'on se dit: «Mais elles sont tellement incroyables que moi, je ne vais pas y arriver». Mmh. Alors que si je te vois toi, Jennifer, je me dis: «Ah bah oui, je vais y arriver parce que Jennifer, elle l'a fait, donc peut-être pour moi, c'est possible» et Mmh. cetera. Donc voilà, si, dans ce podcast, il y a quelqu'un qui se dit: «Bah oui, je vais prendre la parole la prochaine fois», bah, on aura au moins gagné ça. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Le financement, le vocabulaire qu'il faut qu'on change absolument sur ces sujets-là, croire que c'est possible et les rôles modèles. Mmh. C'est, très juste. Je suis, alignée avec tous les points. Il y a quelques points qui me semblent importants à rajouter, c'est comme c'est multidimensionnel finalement le fait que les femmes puissent ou non réussir dans l'entrepreneuriat. Déjà, il y a la charge de l'entrepreneur et avec les aléas de l'entrepreneuriat qui, j'ai l'impression, sont moins acceptés et acceptables pour une femme. C'est-à-dire que, le roller coaster de,
bah, ça va pas bien un jour, le lendemain, on est au top. De le faire vivre à sa famille, c'est moins accepté dans la sphère, privée, Mmh. quand on est une femme entrepreneur. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué et c'est un peu les échos que j'ai. Et d'autre part, il y a le côté, comment je pense plus grand? Quels sont mes ordres de grandeur? Entre femmes, j'ai pas l'impression qu'on arrive à se donner des ordres de grandeur qui soient assez, intéressants pour créer des chocs et des déclics. Moi, je travaille avec beaucoup d'hommes, j'adore travailler avec les hommes parce que je trouve qu'ils créent ce déclic de l'ordre de grandeur, qui change radicalement d'échelle. Quand Totalement. on n'est pas en train de se parler de convaincre 100 personnes, on va convaincre 100 000 personnes. Tu as combien de personnes? Et tout de suite, ça permet, bah, de penser différemment son business et souvent, c'est ce que je vois car en termes de femmes, donc est-ce que toi, tu l'as identifié en termes Ouais, d'ordre moi, de je grandeur? posais une question qui était souvent très révélatrice. Alors, je tiens à dire aussi qu'évidemment, ce que je dis n'est alors est évidemment un peu caricatural parce que là, on prend les grandes lignes et évidemment, on force le trait sur certains sujets. Mais il y avait une question que je posais très souvent, c'était, «Mais tu veux gagner combien?» Je sais pas si tu as déjà fait ce test-là, mais quand tu demandes à enfin moi, alors pour le coup, j'avais des entrepreneurs et je l'ai fait à quelques hommes et les femmes, quand je leur demandais: «Mais tu veux gagner combien?» alors déjà, elles mettaient beaucoup de temps à me répondre Mmh, et souvent, c'était peu. Le montant était assez faible. ouais. Je leur disais: «Mais tu sais, tu peux faire fois 3, fois 4 ou fois 5, hein». Et elle m'avait dit: «Ah mais non, tu trouves bah non, c'est beaucoup, puis après j'aurai d'autres problèmes, puis après non, mais ça c'est assez, mais si déjà je gagne ça, ce sera bien» et cetera. Avec les hommes, on a une réponse qui est déjà beaucoup plus rapide, Ouais, mais ça vient de l'éducation et de la société. Ça vient pas de vouloir ou pas vouloir. C'est la façon dont la société considère les hommes et les femmes et la façon dont on leur donne ce rapport à l'argent. ouais, Parce que chez les femmes, le rapport à l'argent, c'est si je gagne beaucoup, il y a un côté, au détriment d'eux, au détriment de ma famille, au détriment des autres, au détriment de et cetera. Il y a un côté peut-être un peu négatif dans, je vais gagner de l'argent. Alors que pour un homme, c'est, bah, j'ai un travail, j'ai effectué une tâche qui mérite tant et donc c'est OK. ouais. Et donc moi souvent, je disais aux femmes: «Mais vous êtes à l'abri d'avoir trop de prétentions, hein. Je pense que ça, Ça ira. ça ira. Vous êtes à l'abri, donc allez-y, forcez le trait». Et cette question-là est souvent très révélatrice. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis sur l'ambition. Mmh, Et nous, on faisait aussi des ateliers parfois où on leur disait: «Bah, là, on va sortir de tout et on va se dire, voilà, tu as 300 000 € tout de suite, qu'est-ce que tu fais?» OK. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire, OK, là, j'ai 300 000 € quand je suis TPE, voire solo, c'est considérable comme Ouais. somme. C'est très peu à l'échelle d'une grande boîte, mais Mais toute ça donne seule, envie en c'est tout cas de commencer à considérable. l'investir. Et quand on commence à réfléchir sur: «J'ai 300 000 €, qu'est-ce que je fais?» bah, là, on commence à voir grand. Ouais. Et là, on commence à s'autoriser à voir grand. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'on les a les 300 000 €. Mais en tout cas, c'est de se dire: «OK, ça peut me donner un cap et peut-être je ne le ferai pas avec 300 000, je le ferai peut-être avec 50 000. Mais ça me met dans une modélisation de mon business model. Ça me dit: «Ah tiens, mais peut-être que je pourrais aller voir ma banque» et cetera. Ce qui est, plus difficile, je crois, pour les femmes que pour les hommes. Mmh. Ouais, ouais, c'est très pertinent, du coup, je pense que je vais réutiliser ce tips, du coup. Si j'ai 300 000 ou 500 000, qu'est-ce que je ferais? Et donc inviter à prendre des décisions un peu différemment. Par rapport aux femmes qui ont, dû arrêter l'entrepreneuriat, c'était quoi les causes les plus communes d'arrêt de Alors l'entrepreneuriat? nous, Bouge ta boîte, c'est 2017, 2025. Mmh. Donc ça veut dire qu'au milieu, il y a le covid. Voilà. C'est le manque de financement. C'est le contexte économique et politique, qui est extrêmement complexe. Après, nous, Bouge ta boîte, on n'a pas eu tant de résiliation, en tout cas de femmes, adhérentes au réseau pendant, le covid parce qu'au contraire, on était plutôt, une bouée, à ce moment-là, pour leur permettre de continuer à avancer. Mais clairement, le motif d'arrêt principal, c'est le manque de trésorerie. OK. Donc, la difficulté pour les entrepreneurs aujourd'hui, mais que ce soit des hommes ou des femmes pour le coup, c'est de trouver des marchés, de trouver des clients, de prospecter et d'avoir une certaine longueur d'avance. Quand on a 6 mois de trésorerie d'avance, quand on est une TPE, c'est le grand luxe. Et ça, je pense que l'inconscient collectif ne l'a pas vraiment en tête. Mmh. Avoir 6 mois de trésorerie d'avance en entrepreneuriat, c'est le luxe absolu. Et ils sont très peu à l'avoir, cette avance-là. OK. Donc c'est vraiment ça, c'est la trésorerie. C'est parfois, notamment pour ceux qui travaillent en B2B, la lenteur des décisions des grands groupes, par exemple, ou le report de contrats. Typiquement, vous avez 2, 3 contrats en attente à 20 ou 30 000 € chaque contrat. Ils se reportent de 6 mois. Ça, enfin, je veux dire, votre boîte, elle peut couler en 3 mois, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est principalement ça. Et puis le contexte économique, géopolitique, dissolution, etc. Enfin, qui fait qu'il y a eu beaucoup d'attentisme, qui fait qu'il y a eu beaucoup de reports de contrats. Et c'est ça la difficulté. Après, nous, on touchait aussi beaucoup tout ce qui était commerce de proximité. Les commerces de proximité aujourd'hui
Dans les villes et moyennes villes, c'est extrêmement compliqué avec, évidemment, internet et tout ce qu'on connaît, où il faut sans cesse se réinventer et le commerce de proximité aujourd'hui, c'est très difficile. Et donc il y avait beaucoup de pivots ou c'était, plutôt retour au salariat ou au freelancing? Alors il y a les 2. Il y a du pivot, c'est-à-dire je diversifie mon activité, OK, voilà, donc il y a beaucoup ça. Il y a aussi de la collaboration, donc des gens qui s'associent entre eux et qui associent leurs compétences et puis il y a du retour au salariat. OK. Ouais, c'est au moins la moitié, de ceux qui arrêtent, reviennent au salariat, les autres pivotent. Dans des bonnes conditions? C'est-à-dire avec un bon salaire et un titre correspondant ou elles Après acceptent de ceux trancher? qui il y a 2 types, hein. Il y a ceux qui arrêtent au moment où c'est encore le temps, encore le moment, Ouais. où il y a encore un petit peu de trésorerie et donc on n'a pas encore de dette. Donc là, voilà et puis il y a ceux qui ont des dettes, qui ont des choses, enfin voilà, qui sont en redressement et là, c'est autre chose. Il y a aussi ceux qui sont entre 2, c'est-à-dire qui prennent un emploi à mi-temps en attendant que leur, boîte reparte ou en attendant que justement ces fameux contrats arrivent, donc ils reprennent, un job à mi-temps à côté. Mais c'est souvent assez précaire, hein. Je rappelle qu'on parle de 2 tiers qui gagnent moins de 1 500 € par mois, hein. C'est sûr, donc ça permet pas de se Et retourner. et je tiens à dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de caricatures sur ce sujet, l'entrepreneuriat féminin n'est pas un petit entrepreneuriat. Ça n'est pas des petites choses qu'on fait dans son coin ou qu'on fait quand on a le temps ou et cetera. C'est pas ça. L'entrepreneuriat féminin, ce sont des boîtes, ce sont des entrepreneurs qui, ont envie d'avoir des boîtes viables, qui veulent en vivre, qui ont une vraie vision et cetera. Parce que ça aussi, c'est beaucoup galvaudé. C'est du petit business, ils font des petites choses et cetera. Non, non, c'est un vrai entrepreneuriat autant que celui des hommes avec, d'autres difficultés parce que ce sont d'autres secteurs d'activité et que on le sait, les entreprises qui rognent sur des coûts, elles vont rogner sur les budgets formation, elles vont rogner sur les budgets de services Mmh. qui, eux, sont souvent portés par des femmes. Est-ce qu'elles arrivent à s'entourer d'une équipe ou est-ce qu'elles font tout toutes seules? Généralement, c'était quoi la le Globalement, dessus? elles font beaucoup seules, elles font beaucoup avec d'autres freelances et puis, certaines d'entre elles ont quelques salariés, des alternants, par exemple. Oui, ça dépend des secteurs d'activité, mais, l'entrepreneuriat de demain, pour moi, ce sera un entrepreneuriat, multi-freelance. Mmh. C'est-à-dire, je suis solo et j'ai, 5-10 partenaires freelance avec qui je travaille pour ma finance, pour, mon community management, pour, mes réseaux sociaux, pour, mes aspects informatiques. Ouais. Et je pense vraiment que l'entrepreneuriat de demain, ce sera ça. Ouais, moi j'adore les tiger teams, les petites équipes de Ouais. 6-8 personnes. Je trouve que c'est l'idéal pour avancer vite sur les Parce que c'est sujets. hyper agile. Voilà. Ouais. Ouais et puis on n'a pas besoin de se poser 36 000 questions et on n'est pas à un stade où on doit se poser aussi Et puis du beaucoup coup, de ce sont questions. des gens qui sont aussi, eux, multi-clients, donc qui ont beaucoup de solutions Ouais. et ça permet d'aller assez vite. Donc Mmh. sur de l'entrepreneuriat, agile, c'est hyper nécessaire. Mmh. De ma petite expérience entrepreneuriale, parce que ça fait 6 mois que je suis lancée, avec Clever AI et j'ai fait pas mal d'événements type Jeff, donc les grandes écoles au féminin avec des week-ends entrepreneuriaux et les sons de cloche que j'ai donc de l'écosystème que je peux côtoyer. Je vois quand même souvent des femmes qui partent seules avec leur bâton de pèlerin Mmh. ou alors qui vont avoir, peut-être une stagiaire ou Mmh. 2 et encore, ça Mmh. c'est vraiment, Mmh. pour celles qui passent, un cap. Mais il y a cette envie et ce besoin de réussir seule et sauf qu'on ne peut pas réussir des grandes choses seul et donc je trouve que c'est un peu, antithétique et c'est souvent des femmes qui ont des carrières, mais brillantes dans des entreprises, dans des grands groupes, qui ont fait des super choses et qui après vont repartir avec leur bâton de pèlerin et se dire: «OK, je vais faire le marketing hyper bien toute seule, je vais faire les sales hyper bien toute seule, je vais faire la strat». Je toutes les casquettes et bah, en fait, ça crame. Enfin, je sais pas si, Oui. toi tu l'as vu? Oui, 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 oui. Et c'est exactement la raison pour laquelle elles vont dans les réseaux d'affaires trop tard, Ouais. aussi. Parce qu'en fait, il y a l'envie de prouver. Je pense qu'il y a ça et on revient au sujet, sociétal de l'enfance, de la façon dont on est éduqué et cetera, hein. Il y a l'envie de prouver et de dire: «Bah, j'ai pris des risques, mais je vais prouver que je vais y arriver». Exactement. Il y a aussi un autre sujet qui est une compétence très, très peu répandue chez les entrepreneurs, mais aussi en salariat. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais c'est la capacité à demander de l'aide. Ouais. On rejoint tout à l'heure l'hypocrisie, collective. C'est-à-dire que, la capacité à demander de l'aide, c'est perçu comme une faiblesse. Mmh. C'est-à-dire que si je te demande à toi, Jennifer: «Est-ce que tu peux m'aider sur mes réseaux sociaux parce que je vois que toi tu cartonnes et moi j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider?» Mmh. Le fait de te le demander, je vais avoir l'impression que moi je sais pas le faire et donc je te le demande et donc je me sens plus faible sur cette compétence-là. Alors que non, Ouais. évidemment pas. La capacité à demander de l'aide, ça c'est très difficile. Bon, je pense que c'est le cas pour les hommes et pour les femmes, hein. Mmh. Peut-être plus pour les femmes, je sais pas trop, mais la capacité à demander de l'aide et surtout,
d'aller dans un réseau d'affaires ou d'aller dans des réseaux, de pairs, enfin peu importe, ça peut être des réseaux de grande école, ça peut être des réseaux de pairs, des réseaux de métiers, enfin peu importe, ça va permettre ça. Ça va permettre de gagner du temps, Ouais. d'éviter des erreurs parce que quand je fais tout toute seule, j'ai pas toutes les compétences donc évidemment, je vais me planter, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent. Mmh. Alors que si je vais dans des réseaux de gens qui ont déjà fait avant moi, qui ont un peu débroussaillé le terrain et cetera, je vais gagner du temps. Ouais. Et souvent les femmes, elles vont dans les réseaux d'affaires au bout de 2 ans, quand ça commence à être un peu dur, quand, les droits au chômage, commencent à s'arrêter, quand, le chiffre d'affaires il est pas là. Mais sauf que c'est trop tard, parce qu'elles ont plus assez de temps devant elles et surtout quand on a faim, ça se voit. Oui, Donc, voilà. exactement. Quand on cherche du travail, il faut y Exactement. aller quand on se sent bien. Exactement et quand on n'est pas, le couteau sous la gorge et bien, dans les réseaux d'affaires, c'est pareil et si je vais dans un réseau d'affaires et que j'ai trop faim et que je suis trop au bout du bout du bout, personne ne me recommandera Mmh. et je ne serai pas très recommandable non plus Mmh. et elles y vont à la fin parce qu'elles se disent: «Bah, c'est bon, je suis OK sur mes réseaux sociaux, mon site web, mon offre, je suis tout, je suis nickel, tout est parfaitement bien rangé dans la maison donc maintenant je suis présentable, je peux y aller». Ce qui est une erreur. Mmh. Exactement. Il faut jamais être prête pour se lancer. Exactement, il faut y aller dès le début, en fait, parce que c'est ce qui fera gagner du temps. Mmh. C'est comme quand on postule à une offre, il faut surtout pas cocher toutes les cases, sinon vous allez vous ennuyer. Oui et puis on les coche jamais en vrai, donc on les coche jamais en Ouais. vrai. Je trouve que tu le dis avec beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de clarté, parce qu'on a besoin de l'entendre, en fait, et on n'entend pas souvent ce type de message. Et en même temps, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est, je sais qu'elle travaille beaucoup. Moi aussi, je fais partie de ces entrepreneurs, en devenir. Mais en même temps, il y a un précaré quand elles commencent en tout cas et qu'elles ont un peu de sécurité, matérielle via le chômage, via un partenaire et cetera, à préserver, des week-ends en se disant: «Voilà, j'ai pas fait tout ça pour ne plus avoir mes week-ends ou pour ne plus avoir mes soirées» et elles deviennent la variable d'ajustement de leur Mmh, foyer. mmh. Aller chercher les enfants quand ils sont malades. Je dis pas de ne pas aller chercher ses enfants ou ne pas s'en occuper, mais je vois très bien que le shift, que la barrière du salariat passée, on devient davantage la variable d'ajustement dans, la sphère, privée et se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, n'aide pas parce qu'on Ah n'a non, plus voilà, on n'a plus ce bâtiment, cet édifice et de rendre des comptes à l'autre et donc mais même la famille, les amis, enfin tout le monde, tout devient beaucoup plus poreux en termes de frontières. ah oui, il y a Heu, plus de frontières. voilà. Nous, on a aussi beaucoup questionné sur, les moteurs d'entrepreneuriat. Mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, j'ai voulu entreprendre? Et donc chez les femmes, dans les premiers moteurs d'entrepreneuriat, là, il y a l'équilibre pro perso. Ce qui est catastrophique parce qu'en fait, ça va être tout l'inverse. Il y aura zéro équilibre. Totalement allié. Il n'y a pas d'équipe, ça Donc n'existe pas. donc mais pourtant, c'est dans les premiers moteurs. Donc ça, c'est difficile parce que ça va vite tomber, très, très vite. Il y a un autre élément, c'est que souvent, elles travaillent de chez elles. Ouais. Alors moi, si je peux donner un conseil et ça a été extrêmement flagrant aussi au moment du covid parce qu'on était tous chez nous. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment de se dire de continuer à garder ces rythmes de travail classiques, ces espaces de travail parce que souvent on a son bureau à la maison, donc du coup on a zéro frontière. Mais ne serait-ce que de se louer un espace de coworking de façon récurrente. Alors au départ, on va peut-être pas se le louer tout le temps parce qu'on n'a pas l'argent et cetera, mais ne serait-ce que quelques heures par semaine pour ritualiser son agenda, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que quand on passe du salariat à, l'entrepreneuriat, on n'a plus ces repères-là. On n'a plus les codes de, «Mon bureau, il est là, je vais à telle heure, à tel endroit, j'ai ces réunions». En entrepreneuriat et en salariat, l'agenda, le rituel, le rythme va être extrêmement important parce qu'au début, on est seul et donc l'agenda, c'est nous qui le faisons, le rythme, c'est nous, tout est lié à nous. Donc un espace dédié, des frontières entre, le pro, le perso, mais même frontières physiquement, sont essentielles pour ritualiser ces journées. OK, bah, écoute, super, c'est très juste et très pertinent. Je pense qu'on est assez alignés sur ces questions. Je vais, maintenant prendre mes anti-sèches pour qu'on puisse faire un moment de questions-réponses vrai ou faux. OK, Si tu souhaites développer, on peut développer un tout petit peu, après. OK. Donc l'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible. Est-ce que l'engagement associatif est un plus sur le CV pour les postes stratégiques? Oui. Il faut cacher qu'on a liquidé une entreprise en entretien ou pas? Non, Les femmes doivent accepter de descendre en salaire après l'entrepreneuriat? certainement pas. Tu peux dire oui aussi. Le badge Open to Work est un signe de faiblesse. Certainement pas. On ne peut pas être une bonne mère et avoir une carrière ambitieuse en même temps. Au secours. Je suis désolée, le vrai faux me suffit pas. OK, le networking vient naturellement aux femmes. Non. Il faut d'abord rendre service avant de demander un service. Oui. Est-ce que tu peux, nous raconter une anecdote ou,
une situation dans laquelle ça s'est, démontré. Je vais le coupler à la recommandation aussi, parce que c'était notre métier. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un et le recommander professionnellement. Enfin, il ne nous le doit pas, en fait. Il ne nous doit rien. Demain, si tu me recommandes, tu es pas obligé de le faire et c'est pas parce que tu es dans un réseau d'affaires et qu'on est toutes les 2 dans le réseau d'affaires que tu dois le faire. Oui. Par contre, tu vas plus facilement le faire si moi je t'ai rendu un service. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire sous par intérêt, évidemment pas. Mais en tout cas, tu vas te dire: «Bah, Julie, je peux avoir confiance en elle parce que la fois où j'ai eu besoin d'elle, elle l'a fait ou la fois où il a fallu que je fasse quelque chose, elle l'a fait». Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout calculer, surtout pas, mais il faut avoir conscience que l'autre ne nous doit rien et que les choses viendront si vous, naturellement, vous faites les choses pour faire plaisir aux gens et parce que vous avez envie de leur rendre service. Ouais, Et si vous faites ça, vous récolterez la monnaie de votre pièce. Voilà, c'est ce que je pense. très juste. Ouais, très, très aligné aussi parce que j'ai beaucoup de femmes qui ont du mal à les demander, parce qu'elles se sentent en position basse. Mais si on a l'habitude de rendre l'appareil aussi, c'est plus facile aussi d'aller demander puisqu'on sait qu'on est dans un échange, plus ou moins équilibré de ce qu'on apporte et de ce qu'on prend. Exactement. Et j'ai un autre exemple, c'est que le monde est vraiment petit, Mmh, mais vraiment, vraiment. ouais, Moi, je suis basée à Rennes historiquement. Après, je suis arrivée dans un réseau d'affaires qui était national, donc partout en France. Donc, j'ai fait toutes les villes de France. Et je ne compte même pas le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des villes où je n'étais jamais allée et où, par connaissance interposée, et cetera, la personne connaissait quelqu'un qui me connaissait, qui et cetera. Et tout ça pour dire aussi que quand on quitte une entreprise, il faut toujours la quitter proprement, mmh, en respectant les gens. Même si on est en colère, même si on a l'impression de ne pas avoir, qu'on n'ait pas été traité correctement, et cetera. Il faut toujours quitter cette entreprise correctement. C'est pareil en entrepreneuriat, c'est pareil dans tout ce qu'on fait professionnellement, parce que le monde est petit et qu'on se retrouve toujours quelque part auprès de quelqu'un, et cetera. Et aujourd'hui, sur LinkedIn et en plus tout est méga connecté, et cetera, heu, je ne compte même plus le nombre de personnes, où, c'est, «Ah bah tiens, je t'écris parce que machin m'a parlé de» et cetera. Donc vraiment, juste avoir conscience que, quand on est honnête, respectueux, transparent, en fait, mon conseil, c'est soyez qui vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes. Parce qu'en fait, ça se retrouvera toujours en perso ou en pro et comme tout ça est c'est lié. interconnecté en permanence, ça sert à rien de surjouer ou de jouer un truc qui de toute façon, à un moment, sera perceptible. Oui, oui, mais là, je suis très alignée avec toi sur ce point, mais je veux pas quand même que ça empêche les gens de parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Oui, mais moi, j'étais pas hyper aimée dans ma boîte avant» ou alors, «J'étais pas hyper appréciée et donc j'ai peur de ce qui pourrait me revenir». Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se renouvellent aussi, qui Alors, il y a des gens qui se renouvellent et puis il y a des gens qui se trompent sur la perception qu'il y avait d'eux dans leur boîte, hein, aussi, hein, parce que oui, parfois on a l'impression que les gens pensaient ça, mais c'est ça. c'est Ouais. souvent pas vrai. Pour les recommandations sur LinkedIn, par exemple, je leur dis: «Bah, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un, pour vous recommander?» «Ah mais non, parce que la fin, ça s'est mal passé» et finalement, je dis: «Bah, on sait jamais, on peut avoir de très belles surprises et quelqu'un avec qui vous avez travaillé a remarqué la qualité de votre travail, Oui et puis ça veut dire quoi, mal donc se ça va». passer? Ça veut dire quoi mal se passer? Enfin, je veux dire après c'était à un moment, c'était il y a 3 ans, les gens ont changé et cetera donc Ouais, oui, non, enfin, évidemment alors, évidemment toute proportion gardée encore une fois et en enlevant les exceptions mais en tout cas quand on part d'une boîte, même si on est en colère, même si on veut plus en entendre parler et c'est fini et cetera, c'était une mauvaise expérience. Essayez de prendre sur vous et de prendre les 10 minutes, un quart d'heure qui vont bien pour bien dire au revoir aux gens ouais, et dans 3 ans, ils s'en rappelleront. ouais, c'est vrai. Voilà, Très belle entrée, très belle sortie. Ouais, voilà. c'est valeur sûre. C'est 10 minutes et ça vaut de l'or après. Mmh et j'aurais 2 dernières questions à te poser. Quelle est ta vision, pessimiste du monde du travail, de tout ce que tu vois, de tout ce que tu observes entre, entrepreneuriat, futur du travail, féminisme égalitaire? Alors là, c'est un exercice hyper dur pour moi. Oui, je sais, tu as l'air d'une, Ouais, parce personne que très je ne optimiste. pense pas du tout comme ça. Ce que je crois du monde du travail, je vais pas faire une vision pessimiste parce que moi, je crois que tous les changements permettent d'autres changements. Donc en fait, oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont difficiles. Oui, le monde, global, politique, économique, géopolitique est extrêmement complexe et encore plus pour les femmes. Donc si on regarde ça, franchement, on sort plus de chez soi et c'est très difficile. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on peut rebondir, Mmh. qu'on peut aller dans des environnements auxquels on croit, qu'il y a des environnements qui bougent, qu'il y a des gens qui bougent, qu'on peut choisir aussi, les gens avec qui on va. Je disais beaucoup ça en coaching et aux bougeuses aussi. On choisit tous les matins les lunettes qu'on met. Ouais. Si on choisit des lunettes, noires, eh bien le monde sera gris. Si on choisit une lunette rose, le monde sera plutôt coloré. Donc on choisit ce qu'on met le matin. Oui, c'est difficile. Oui, moi j'ai 47 ans, je suis senior sur le marché du travail, donc potentiellement je suis pas sexy. J'ai mis un open to work et j'ai liquidé une boîte. Donc sur le papier, franchement, j'ai pas grand chose pour moi. Par contre, ce que je crois, c'est que si on est curieux,
si on est agile, si on se réinvente, si on se dit: «Bah, je peux réapprendre un nouveau métier demain», ça, c'est possible. Ouais. Je pense que nos enfants, ils auront 25 métiers dans leur vie, ils auront 15 boîtes différentes. Moi, j'aurais peut-être fait 6, 7 boîtes dans ma vie, je pense qu'eux, ils feront le double et que les métiers pour lesquels on les forme aujourd'hui, ce sera déjà plus leur métier dans 5 ans. Mmh. Mais il faut qu'on les forme à être agiles, à être curieux et moi, je dis tous les jours à mes enfants: «Si vous êtes curieux et courageux, normalement, ça va bien se passer». Exactement. Donc ce que je crois, c'est que dans un monde pessimiste, ce qui va faire la différence, c'est la façon avec laquelle on agit et la façon avec laquelle on regarde le monde. Parce que le monde, on n'y pourra pas grand-chose. Alors si, en révolutionnant les choses et si Marie-Éloi était là, elle dirait que en se regroupant, on pourrait changer les choses. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la plus grande force qu'on a, c'est celle qu'on a en soi. Donc c'est nos ressources à nous Ouais. et c'est avec quel enthousiasme et avec quelle envie on regarde les choses. Donc formons nos enfants à être polyvalents, à être curieux, à être agiles, à prendre soin des autres. Et on fait ça, Alors ça devrait bien se passer. bah, il y a pas de raison. En tout cas, on aura tout donné. Exactement. Est-ce que tu verrais 2 personnes avec qui je pourrais poursuivre ces échanges, et ces réflexions? Bah, je dirais Marie-Éloi, évidemment. Sur le féminisme et sur l'engagement et sur comment on peut changer le monde, je pense que tu peux y aller. Sur les enjeux de demain, sur la formation des jeunes, sur, le métier de la tech et cetera, je te dirais Sophie Le Thiers. OK, Voilà. merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je vais les contacter de ta part. Ah bah, tu peux le faire. Merci pour cet échange qui a été riche. Je Merci à pense toi. qu'on a vu, vraiment beaucoup de sujets. Merci pour ton authenticité, pour ton énergie communicative et vraiment hâte qu'on puisse poursuivre cet échange quand tu auras passé ta prochaine étape, et ta prochaine aventure. Merci à toi. Merci beaucoup. À très vite.